13h sur la télévision du Burkina. Au menu de ce journal, la journée de l'excellence édition de 2021. Et pour cette édition, ils sont 99 élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire qui ont été célébrés ce matin à Kosiam. Les échos tout à l'heure. C'est fait, l'ambassadeur Éric Thiaré préside désormais aux destinées du G5 Sahel. Il a pris fonction ce matin avec la lourde tâche de mobiliser les ressources pour le financement des actions de développement et surtout travailler à ramener la paix dans l'espace sahélien. Nous serons à Nouakchott dans quelques instants. Dans cette édition, nous ferons immersion à la maison de l'entreprise de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, un centre d'expertise au format dual qui fait cas d'école pour la délégation du FAFPA en voyage d'études en Iburni. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. C'était en direct sur nos antennes la journée de l'excellence édition 2021. Sous les feux de la rampe, cette année, 99 élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire. En attendant de revenir plus en détail, écoutons le chef de l'État à l'issue de la cérémonie de récompense. Si nous arrivons à organiser une telle cérémonie, c'est parce que l'école, malgré les difficultés que nous connaissons, se poursuit. Et je pense qu'au-delà des écoles fermées, au-delà des difficultés que nous avons connues, c'est quand même un signe important qu'il faut noter. Je voudrais également dire que c'est l'occasion de féliciter les meilleurs élèves de Burkina Faso dans les différents échelons et également de constater que ces résultats nous montrent encore une fois, au niveau de ce qui est constaté, qu'ils ont été bons dans les régions à haut défi sécuritaire, telles que l'Est, telles que le Nord, telles que le Sahel. On voit que les résultats ont été beaucoup plus probants qu'à Ouagadougou, où finalement ces questions ne sont pas posées. Je pense qu'une des préoccupations que cela nous pose de façon générale, c'est que les états généraux de l'éducation devront nous permettre de définir où sont nos faiblesses, où sont nos forces, qu'est-ce qu'il faut changer de manière à avoir de meilleurs résultats pour la jeunesse burkinabé. Vous savez que la formation du capital humain est une priorité de l'action gouvernementale. Nous devons travailler à avoir des cadres compétents dans différents secteurs, notamment dans le secteur scientifique, qui puissent nous apporter également un plus au développement économique et social de notre pays. Éric Thiaré est désormais le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Le Burkinabé a pris fonction ce matin même à Nouakchott en Mauritanie. Principale mission, mobiliser les ressources nécessaires au financement des projets et programmes prioritaires de l'espace, surtout rassurer les populations en ramenant la quiétude. Son installation avec notre envoyé spécial Dramane Guéné. Je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions en vous souhaitant plein succès. Le fanion du G5 Sahel entre les mains, Éric Thiaré est le troisième secrétaire exécutif de l'organisation. La feuille de route du nouveau patron du G5 Sahel est donnée par le président du Conseil des ministres, le ministre tchadien de l'économie, son pays abritant la présidence en exercice du groupe. Premièrement, le développement à travers la mise en œuvre intégrée au niveau territorial de politiques publiques, économiques et sociales. Deuxièmement, la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement dans l'espace sahélien. Et en premier lieu, la lutte contre le terrorisme. Troisièmement, la réduction des inégalités par les initiatives hardies et susceptibles d'apporter une réponse en termes de gouvernance. Et enfin, l'organisation du retour de l'État et de déplacer dans les zones fragiles. Éric Thiaré est porté à la tête du G5 Sahel pour un mandat unique de 3 ans. Le Burkinabé mesure déjà l'ampleur de la mission, ayant été jusque-là ambassadeur représentant permanent du G5 Sahel auprès des Nations Unies. Je mesure toute l'ampleur des défis au regard de la persistance de l'insécurité, de la nécessité d'engager des actions concrètes et urgentes et de développement, notamment dans les zones frontalières, et tout ceci dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19 qui continue de sévir. Je réaffirme mon engagement et ma détermination à mener à bien avec vous les missions qui sont désormais les miennes. Le Burkina prend ce poste après 2 mandats assurés par le Niger. Maman Sambo Sidiko, le sortant,
relève les acquis de son mandat sur le plan développement avec le financement des projets et programmes prioritaires et des avancées sur le plan sécuritaire. Au plan sécuritaire, nous avons travaillé à renforcer, à étoffer le dispositif de défense et de sécurité et à mobiliser le soutien des partenaires au profit des actions entreprises dans le domaine et particulièrement au profit de la force conjointe. L'urgence qui se présente à la nouvelle équipe, ce sont la révision de la convention de création du G5 Sahel et l'actualisation de la stratégie de développement et de sécurité dans les 5 pays du groupe, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Campagne de reforestation 2021, les ambitions sont affichées. 10 millions de plants mis en terre sur toute l'étendue du territoire national. Annonce faite par le comité d'organisation de la Journée nationale de l'arbre. Journée prévue pour le 7 août prochain à Zignaré, ville hôte des festivités du 11 décembre. Et c'est cette ville qui a abrité la conférence de presse suivie pour nous par Salef Belem et Amadou Marcel Tou. L'arbre à l'honneur samedi prochain au Burkina Faso. Et depuis Zignaré, ville hôte de la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre et des festivités du 11 décembre, le ministre de l'Environnement en appelle à la mobilisation de tous. Une mobilisation face à la dégradation accélérée des ressources naturelles estimée à 247 000 hectares de forêts perdues chaque année. Les forêts diminuent, les terres se dégradent, nos écosystèmes sont en souffrance et la résiliation des populations fortement dépendantes justement de ces ressources naturelles est mise à rude épreuve. Les principales causes de cette dégradation sont entre autres les effets néfastes des changements climatiques et les pressions anthropiques diverses donc sur les forêts. Et selon toujours le comité d'organisation de la JNA, environ 6 millions de plants sont mis en terre chaque année sur 10 000 hectares au plan national avec un taux moyen de réussite de 25% après seulement une année. D'où l'adoption de nouvelles stratégies. Il s'agit de rompre avec les anciennes pratiques et de fixer un taux de réussite de 60%. Il y a d'abord le choix des sites sécurisés pour les plantations. Les plants mis à terre doivent être à l'abri de toutes les formes d'agression, c'est-à-dire les coupes, la divagation des animaux, les feux de brousse, etc. Il y a également la promotion des espèces locales. Il y a également la qualité des plants qui doivent être donc de rigueur. Ça veut dire que les plants doivent être vigoureux pour être mis à terre. Il y a également l'entretien des plants mis à terre, c'est-à-dire une attention particulière doit être accordée à la protection et à l'arrosage si nécessaire pour leur permettre donc de vivre. En attendant l'édition de Zignaré, celle de Tenkodougou et de Banfora porte déjà fruit avec plus de 200 000 plants mis en terre sur plus de 120 hectares sécurisés. Pour cette campagne de reforestation 2021, au moins 10 millions de plants seront mis en terre, indique le comité d'organisation de la Journée nationale de l'arbre. Certains de ces plans pourraient venir du Centre national de semences forestières, un centre qui se donne 72 heures pour mieux se faire connaître et surtout mettre en lumière les variétés améliorées de semences de plants. Issa Kafando et Sébastien Zongo. Le Centre national de semences forestières ouvre ses portes au grand public. Il met à la disposition des populations des semences végétales et des plants de qualité adaptés à nos conditions agroclimatiques. Les espèces locales que l'on croyait il y a 20 ans, que si on les plantait, on allait mourir avant de récolter les fruits, que ce n'est pas cela. On peut effectivement cultiver ces espèces, en bénéficier et exploiter ces fruits pour soi, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Semences forestières améliorées, quelle contribution à la résilience des populations face au changement climatique? C'est le thème de cette 3e édition des journées promotionnelles de semences forestières. Un des objectifs de l'FAO, c'est les fins zéro, éliminer les fins. Mais vous ne pouvez pas éliminer les fins si vous ne préservez pas l'environnement. Donc pour préserver l'environnement, c'est très important
les rôles des semences forestières. Le centre nous fournit les semences qui rentrent dans le cadre de notre programme de réhabilitation minière et de restauration des terres. Et nous les plantons, que ce soit pour les bosquets scolaires, que ce soit pour les forêts villageoises autour de la mine ou la restauration des terres dégradées. En 37 années d'existence, le Centre national de semences forestières a contribué aux activités de reforestation par la production de plus de 15 millions de plants d'espèces locales utilitaires et à la formation de plus de 6 000 acteurs. Il y a un grand laboratoire ici qui permet aujourd'hui d'avoir des arbres qui ont disparu dans certaines zones. J'invite la population donc, à passer voir pour avoir des arbres de qualité, donc connaître les techniques de greffe. Plants et semences de variétés améliorées attendent preneurs au siège du Centre national de semences forestières situé au quartier Kosoguin de Ouagadougou sur la route de Cambouissin à environ 1 km de l'échangeur du Nord. Alors à présent, sur les pas de la délégation du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui était en voyage d'études en Côte d'Ivoire. Durant son séjour, la délégation a fait immersion à la maison de l'apprenti de Grand Bassam, une maison qui, en plus d'être un centre d'expertise, se veut un incubateur d'entreprise, nous disent Rasmane Zoundi et Oumou Sissé. La maison de l'apprenti de Grand Bassam, un centre de formation du Fonds de développement et de la formation professionnelle FDFP Côte d'Ivoire, ouvre ses portes aux premiers responsables du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFA Burkina Faso. Ici en immersion, c'est l'histoire de la maison de l'apprenti qui leur est contée, un centre qui force l'admiration. C'est un exemple qui traduit le fait que la formation professionnelle peut effectivement amener le développement. Parce qu'ici, nous avons un centre qui nous permet donc d'avoir une retraite pour approfondir donc les compétences des apprenants, mais qui a été réalisée donc aussi par les apprenants. Un exemple en matière de gestion de formation d'apprentissage de type dual, la maison de l'apprenti de Grand Bassam est un véritable outil d'accompagnement pour le développement des formations qualifiantes. En tant que maison de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, nous travaillons avec les responsables des ressources humaines des entreprises. Et donc ceux-là doivent être formés et doivent être outillés pour faire en sorte que véritablement la formation professionnelle soit profitable à l'entreprise et soit profitable au développement. La maison de l'apprenti est aussi un incubateur d'entreprises. Ce centre sera dupliqué au Burkina Faso au dire du ministre de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Et cela dans le cadre du vaste programme de financement de la formation professionnelle dont l'objectif est d'améliorer la disponibilité et l'employabilité des ressources humaines. Retour au pays où une vingtaine de représentants d'entreprises intervenant dans l'agroalimentaire renforcent leur capacité managériale. La gestion des entreprises et les relations clients sont entre autres les modules dispensés à ces chefs d'entreprise sur initiative du Fonds burkinabé de développement économique et social. Le lancement de la formation avec Salif Belem et Maïmouna Traoré. 22 représentants d'entreprises agroalimentaires à l'école de la gestion d'entreprises et relations clients. Sur financement du Fonds burkinabé de développement économique et social, cette première session de formation vise à doter les bénéficiaires de rudiments nécessaires pour être plus efficaces dans la gestion de leurs entreprises. Les bénéficiaires de cette formation sont les bénéficiaires du programme JAL, qui est un programme du chef de l'État destiné à financer les transformateurs agroalimentaires du Burkina. Et le thème de la formation rentre dans le cadre de la gestion même de ces entreprises-là, qui les permet aujourd'hui à ces bénéficiaires-là d'être beaucoup plus efficaces dans la gestion des deniers publics qui les ont été confiés sous forme de crédit. Deux principaux modules sont au programme, une initiative saluée par les bénéficiaires qui n'attendaient que cette occasion. La gestion d'entreprise qui nous permettra de donner des bagages nécessaires en termes de management, en termes d'outils efficaces pour pouvoir en tout cas gérer nos entreprises, mais également la relation client, et qui parle de l'excellence, qui parle de l'avancée en fait d'une entreprise, parle également du marché. Donc du coup, s'il n'y a pas de bonnes relations, s'il n'y a pas des outils nécessaires pour pouvoir garder ou en tout cas
acquérir de nouveaux clients et maintenir la relation avec les clients, il serait difficile en fait que nos entreprises puissent être durables. La formation entre aussi dans le cadre du programme AgriNova du Fonds burkinabé de développement économique et social, un programme d'incitation à la création d'entreprises et d'emplois dans le secteur de la production agro-silvopastorale en faveur des jeunes et des femmes porteurs de projets. Mise en œuvre de la décentralisation au Burkina, un nouveau plan d'action quinquennal 2022-2026 est en gestation. La rédaction du dit plan réunit depuis hier dans la cité du Cavalier Rouge les différentes parties prenantes, Nongba Kouda et Sekou Zongo. La feuille de route 2022-2026 de la stratégie décennale de la décentralisation en élaboration à cet atelier de Koudgou, tirant leçon des insuffisances de la mise en œuvre du plan d'action quinquennal 2018-2022, ces acteurs de développement veulent s'assurer du bon déroulement du plan d'action quinquennal 2022-2026. Ce plan d'action n'avait pas intégré suffisamment les réalités que nous connaissons aujourd'hui, notamment les crises sanitaires et sécuritaires. Donc le nouveau plan d'action 2022-2026 va en tout cas permettre de prendre en compte cette dimension cette crise multidimensionnelle et aussi prendre en compte les aspirations de l'ensemble des acteurs. Parmi ces acteurs de mise en œuvre du plan d'action quinquennal 2022-2026, les partenaires techniques et financiers. Ils fondent l'espoir que cette rencontre intègre leurs préoccupations pour une meilleure mobilisation des ressources. Aujourd'hui, on fait face à la question du vivre ensemble, la cohésion sociale qui est un peu liée aussi à cette question de sécurité. Mais il y a aussi, comme vous l'aurez entendu dans le discours du Premier ministre, il y a des référentiels, notamment la question du redécoupage territorial et aussi la question de la révision du Code général des collectivités territoriales. Donc c'est autant de documents qui encadrent la décentralisation qui seront relus. Et il va de soi que les nouvelles dispositions soient prises en compte dans le nouveau plan à venir. Pour une bonne élaboration du plan d'action quinquennal 2022-2026 de la stratégie décennale de la décentralisation, il est demandé aux participants à cette rencontre des propositions qui prennent en compte les difficultés du moment. Le document consensuel qui sortira de ces 72 heures de travaux fera l'objet de tenue d'une table ronde de financement des bailleurs sur la décentralisation. Sur le terrain, l'un des bras techniques et financiers de la décentralisation, l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales fait le bilan de ses activités. Malgré le contexte national marqué par la double crise sécuritaire et sanitaire, l'agence affiche à son compteur plusieurs réalisations dans les secteurs sociaux de base et au profit des collectivités. Le point des échanges avec Césaire Carrefour et Moumouni Soubeiga. C'est un face-à-face entre le directeur général de l'ADCT, l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, et le personnel de l'institution. Un rendez-vous annuel pour échanger sur les préoccupations des agents et sur la réforme du régime médico-social. C'est des nouvelles missions qui sont conférées à la structure, mais bien évidemment aussi le personnel attend l'accompagnement de l'État pour pouvoir bien sûr accomplir efficacement ces missions-là. Donc ces attentes-là, c'est lié naturellement bien sûr à nos conditions de travail, en termes bien sûr d'équipement adéquat, en termes de rémunération. Le fonds permanent a connu une mutation et devient désormais l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Pour le premier responsable, de nouveaux défis se profilent à l'horizon et il compte sur le personnel pour les relever. Ce qui est important, c'est de pouvoir cerner ces préoccupations à temps et de pouvoir apporter des réponses adéquates. Le personnel doit comprendre qu'il fait face à de nouveaux défis, qui est d'offrir une offre d'accompagnement des collectivités encore meilleure que ce que nous avons fait depuis les années passées. Après le personnel, le directeur général est cette fois-ci face aux chefs d'agence et aux directeurs centraux. Une rencontre trimestrielle pour faire le point de l'évolution du programme d'activité de l'agence sur le terrain. Il y a la crise sanitaire et la crise sécuritaire qui ont entravé en tout cas la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités
dans certaines régions, notamment la région du Sahel, pour ce qui concerne certaines communes qui sont devenues pratiquement inaccessibles, ainsi que la région de l'Est. Mais malgré tout, le bilan est fort satisfaisant, car nous voyons que des activités ont été menées, des investissements ont été réalisés aux côtés des collectivités territoriales. La santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et l'assainissement sont entre autres les secteurs dans lesquels l'ADCT investit au profit des collectivités des 13 régions du Burkina. Après une première édition couronnée de succès, le Larlé Naba Tigré réédite son opération de distribution de kits alimentaires à des personnes indigentes. En chiffre, l'opération d'assistance alimentaire s'étend sur 3 mois avec 1200 personnes bénéficiaires à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le coup d'envoi de l'opération a eu lieu hier en présence de Kwalen Nebié et Abdelaziz Yagiboudou. La charité et la compassion pour les personnes indigentes et vulnérables sont pour lui une tradition qu'il entretient depuis une trentaine d'années au poste de ministre du Bourg Naba. Le Lalé Naba renouvelle ici par ce repas communautaire son engagement. 3 jours dans la semaine et cela pendant 3 mois de l'année en cours, le garant de la tradition s'engage une fois de plus à offrir des kits alimentaires à plusieurs personnes vulnérables de 12 arrondissements de Ouagadougou et 7 arrondissements de Bobo-Dioulasso. Je n'ai personne sur qui compter. Je n'ai jamais reçu un don de ce genre. Je prie Dieu qu'il le bénisse davantage afin qu'il perpétue ce geste. Cette œuvre de charité débutée l'année dernière va se poursuivre jusqu'en 2026, promet le bienfaiteur. La chose la plus précieuse que Dieu ait donnée aux humains, c'est vraiment la nourriture qui entretient la vie. Et c'est partant de cela que j'ai choisi de donner des repas à des milliers de gens qui sont vulnérables, qui n'ont pas à manger et qui, même en ayant pris le céréal, n'ont pas d'ustensiles même pour cuisiner. Donc nous donnons pendant la période de soudure les repas à travers 60 points focaux au niveau du Kadiogo pendant la période de soudure. Et à Bobo-Dioulasso, nous avons aussi identifié 40 personnes qui font la répartition dans les 7 arrondissements et plus Farakoba. Toutes ces initiatives ont déjà valu au Lalé Naba l'appellation champion national de la nutrition. Un nom et une reconnaissance par les autorités du ministère de la Santé. Depuis lors, il accompagne le ministère de la Santé depuis l'agriculture jusqu'à l'assiette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un partenaire de taille qui nous permet d'offrir un repas communautaire aux personnes qui en ont besoin et qui sont plus dans le besoin aujourd'hui. Donc nous tenons à saluer cet engagement, ce patriotisme. Il fait parler son cœur à chaque fois, ça nous touche, ça nous interpelle et nous nous sentons obligés en tant que citoyens à l'accompagner dans ces activités nobles-là. En boitant le pas au Lalé Naba, le parrain promet séance tenante de nourrir pendant 1 an les malades d'un district sanitaire au choix du ministre de la Santé. Les personnes déplacées, notamment celles de Tanwalbougou résidant en Saba, ont à l'occasion reçu des vivres du champion national de la nutrition et de ses collaborateurs. La version de l'actualité de nos confrères de la presse écrite pour finir. Dans leur parution du jour, les quotidiens reviennent en chœur sur la prise de fonction du nouveau président de la CENI. Dans les colonnes également, l'opération Tempête de lutte contre le coronavirus au Burkina. La revue de presse de Ahadi Sandamba. Une salutation amicale qui cache un passage de témoin à la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, Ofaso est bien explicite à ce sujet et titre « CENI, Newton cède son fauteuil à Élysée ». C'est une page qui se ferme et une autre qui s'ouvre à l'institution chargée de l'organisation des élections au Burkina Faso. Après 5 années passées à la tête de la CENI, Newton Ahmed Bari passe le témoin à son successeur Élisée Ouedraogo. En plus de faire le bilan de son passage à la CENI, de rendre hommage à ses collaborateurs, aux autorités, à la FAIB et surtout à son épouse, le président sortant met en garde son successeur quant à l'ingratitude et au manque de reconnaissance de la maison CENI. En tous les cas, le magistrat de 37 ans dut compter sur ses collaborateurs ainsi que ses prédécesseurs pour mieux conduire sa mission. Et le challenge à l'écouter est l'élection des conseillers municipaux dont le processus se fera dans un temps record, surtout dans un contexte d'insécurité avec son corollaire de déplacés internes qui impactent significativement sur le processus électoral, rapporte l'observateur Palga.
Autre actualité traitée par le quotidien, le lancement de l'administration de la deuxième dose de vaccin contre le coronavirus. Vaccination contre le Covid-19, une opération tempête pour couvrir le territoire, mentionne Sud-Ouest à sa une. Dans ces colonnes, le journal de tous les Burkinabés informe que le ministre de la Santé a donné le top de départ en prenant lui-même sa deuxième dose de vaccin 2 mois après la première. Une façon pour le professeur Charlemagne Ouedraogo de marquer l'adhésion du gouvernement à la vaccination et engager la communauté à participer à cette campagne de vaccination contre le Covid-19. Et déjà, environ 40 000 personnes auraient été vaccinées à ce jour au Burkina Faso. Avec un objectif de 70% de la population à vacciner contre le coronavirus, ce chiffre reste en deçà des attentes du département de la santé, rapporte le quotidien. Pour mon confrère, d'autres vaccins homologués par l'OMS viendront s'ajouter à la liste des vaccins contre la pandémie au Burkina Faso. Au ministre de la Santé de rassurer la population quant à l'efficacité des vaccins, conclut le journal. Voilà qui referme cette édition. L'information revient à 14h en langue nationale. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.